je me présente, je m'appelle Georges Helou. Je suis dans le domaine du développement du leadership. Je me propose comme un éveilleur de leadership. Ma mission à moi, c'est d'accompagner ces gestionnaires qui sont en mode responsabilité, à qui on demande beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est comme tous les changements, toutes les modifications, les innovations, la créativité, gérer la santé mentale de leurs employés. On demande plein de choses à ces gestionnaires et à ces pauvres gestionnaires, ils ont besoin de quelqu'un pour venir les soutenir, pour qu'ils soient capables de s'outiller de moyens différents, de moyens plus pratico-pratiques pour pouvoir faire leur job comme gestionnaire. C'est ma mission à moi, donc je me propose pour accompagner ces gestionnaires-là, pour les aider à devenir toujours des bons leaders altruistes et performants en même temps. On reviendra sur ce thème dans quelques instants. Aujourd'hui, on parle de leadership bienveillant, tout un thème essentiel dans notre monde d'aujourd'hui, la bienveillance. Vous savez, il y a 2 ans, avant la pandémie, parler de santé mentale, parler de bienveillance, parler de proximité, parler de prendre soin de son monde, c'était des sujets à la limite tabous, des sujets comme mais pourquoi? On n'est pas dans une garderie, là. Je l'ai entendu souvent parler, là, comme j'ai pas des enfants, moi, j'ai des adultes à gérer ici, là, comme ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Oui, il y a des personnes qui sont des psychologues, là, comme ils peuvent aller les consulter. Moi, je ne sais pas ma job à moi. Et on dirait que notre mission comme leader a beaucoup évolué durant le temps passé, durant surtout les 2 années passées. Et on devient beaucoup plus conscient qu'on doit prendre soin de notre monde. On est là pour s'occuper d'eux, pour qu'ils puissent avoir les meilleures conditions, pour qu'ils réussissent, et en même temps qu'ils soient performants, qu'ils nous donnent des résultats. Mais c'est à nous aussi de prendre soin de ce monde-là. Commençons directement par un sondage que vous allez voir apparaître devant vous. Donc, la question que je vous pose, et vous pouvez répondre, vous pouvez faire des choix multiples. Donc, n'hésitez pas à choisir plusieurs réponses. Parmi les difficultés que vivent vos collaborateurs, et quand je dis collaborateurs, ce sont vos employés, vos collègues, les personnes qui sont à votre charge, actuellement, vous êtes conscient. Et là, je parle de votre conscience, là, comme êtes-vous au clair? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le voyez? Que vos employés ou que vos collaborateurs manquent-ils de confiance? Est-ce qu'ils ou elles travaillent plus qu'avant? Sont souvent stressés? N'arrivent pas à équilibrer travail et responsabilité à la maison? Négligent leur santé physique, nourriture, exercice, sommeil? Participent à beaucoup trop de réunions virtuelles? Sont moins efficaces? Sont plus facilement irritables? Manquent de connexion humaine? N'expriment pas ou mal leurs besoins? J'espère qu'il n'y a personne qui a choisi comme toutes les 10 réponses, mais faites vos choix et soumettez votre résultat. Ça se passe maintenant, on vous partage dans quelques instants les résultats. Les personnes qui sont encore en train de choisir, donc n'hésitez pas à faire plusieurs parmi ces choix-là. C'est un bon moment de réflexion et d'introspection. Suis-je au courant vraiment de ce qui se passe avec mon monde? Et là, je sais que pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là, vous allez revenir dans les différentes discussions et les conversations que vous avez eues avec votre équipe, avec les personnes, les collaborateurs avec qui vous travaillez, et vous vous dites, quels sont les signaux que j'ai pu voir quelque part et qui m'ont indiqué que ces indices-là ou ces difficultés ou ces détresses-là sont en train, donc, sont vécues par certaines personnes. Jonathan, seras-tu capable de nous montrer les résultats, s'il vous plaît? Donc, je vois que quelque part, il y a un équilibre entre les éléments-là. Il y a un manque de connexion humaine qui a obtenu un score le plus élevé, donc un 50%. Et il y a peut-être travaillent plus qu'avant et sont plus facilement irritables, là qu'il n'y a personne qui les a choisis. Je suis d'accord avec vous. Peut-être plus d'accord sur le moins facilement irritable parce qu'après 2 ans, de pandémie, on est capable de gérer plus nos émotions là-dedans. Mais sur le travail plus qu'avant, je pense que moi, autour de moi, je ne sais pas, dans mon cas, moi, je vois beaucoup de personnes qui disent on travaille beaucoup plus qu'avant. On dirait que parce qu'il y a du télétravail, parce qu'on est chez nous, on se permet de travailler en dehors des heures normales de travail, on se charge plus, donc on se donne plus de missions, on se permet de perdre un peu de temps le jour pour récupérer un peu le soir, mais on récupère beaucoup plus le soir, donc il y a plein de ces éléments-là. Mais sur un élément qui est très important, qui est celui de connexion humaine. Et merci donc parce que ça connecte vraiment avec les différents points
donc qu'on va traiter parce qu'on parle aujourd'hui de connexion humaine. Dans ces connexions humaines, on va parler, oui, de leadership bienveillant, mais attention, est-ce que qu'en parlant de leadership bienveillant, on est en train de dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller chercher des résultats dans vos équipes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vraiment vous occuper de votre monde. Donc, d'être là pour toi, tu vas bien, et toi, ça va, tout se passe bien, et toi, est-ce que tout se passe bien avec toi? C'est oui pour s'occuper de son monde, mais il ne faut pas oublier que nous, comme leaders, comme gestionnaires dans nos organisations, on a des résultats à atteindre. On a besoin de livrer à la fin un résultat final. Donc, oui, on veut un leadership bienveillant, mais on le veut aussi un leadership performant. En fait, le et est très important ici comme lien. Donc, oui pour le leadership bienveillant et oui pour le leadership qui est performant. Voyons une définition de ce qu'on appelle les trois dimensions du leadership. J'ai exprès mis une image de caméléon ici parce que vous allez voir que l'idée principale ou le message, c'est au niveau de l'adaptation de mon leadership à travers donc les différentes situations. Voici les trois dimensions que je vous propose pour définir comment est-ce que mon leadership devrait être déployé. Je devrais utiliser de l'autorité dans mon leadership. Je devrais certainement mettre de la crédibilité dans mon leadership et essentiellement, il faudra avoir de la proximité dans mon leadership. Je reviens à le premier élément, l'autorité. On me dit aujourd'hui, Georges, hey, tu parles d'autorité. Penses-tu qu'on est en 1915, là? C'est comme, non, non, on est en 2022. L'autorité, est-ce qu'elle a sa place encore aujourd'hui dans notre monde? Et moi, je vous dis oui, 100%. Parce que imaginez un leader qui n'a pas d'autorité. Un leader qui arrive chez son monde et leur dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'on pourra faire ça. Je ne sais pas. Laissez-moi réfléchir un peu. Vous, ce serait quoi vos suggestions? Et là, quand on perd de notre capacité de trancher, de prendre des décisions, d'assigner des tâches, de dire au monde où est-ce qu'ils s'en vont, d'aller dans certaines directions, on perd de notre leadership. Et le fait d'être leader, un leader bienveillant ne veut pas dire de laisser tomber, comme on vient de le dire, complètement son autorité, mais de l'asseoir comme il faut et sans l'exagérer. Parce que oui pour l'autorité, mais attention, non pour la dictature. Donc, on devrait pas devenir des dictateurs et dire au monde, toi tu fais ça, et toi tu fais ça, et toi tu ne bouges plus, et toi tu travailles de cette façon. On est beaucoup plus dans un mode de l'autorité qu'on comprend, on explique le pourquoi, on explique dans quel sens ça se passe. Autre que l'autorité, on est aussi dans l'autre dimension qui est la crédibilité. C'est toute mon expertise, mon expérience, ma capacité à voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, techniquement, opérationnellement, à être une référence par rapport à mon monde. Ils vont venir me consulter, de prendre de mon expertise, de mon expérience, à être capable aussi de promettre et de livrer, de dire ce qui est à faire, d'être dans la transparence aussi, je suis crédible. Mais attention, il ne faudra pas exagérer non plus la crédibilité. Si je l'exagère, cette crédibilité, je tombe dans le piège de quelqu'un, disons quelqu'un qui arrive, qui est chez moi et me dit, est-ce que je fais le processus A ou le processus B? Et moi, je lui dis, attends, on va parler un peu du monsieur XYZ qui, en 1950, a fondé la théorie et je m'en vais pour 30 minutes de cours magistral par rapport à c'est quoi à la base de ces processus. Mais lui, il a juste besoin d'une réponse opérationnelle. Donc, il est là, il m'attend, puis il dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ça? Donc, pourquoi 30 minutes de perte de temps? Ben, parce que moi, il faudra que je prouve que je suis connaissant et que ma crédibilité, ça fait un peu trop de crédibilité. Et on s'entend bien qu'un leader sans crédibilité du tout, quand il fait plusieurs erreurs, quand il est dans les mensonges, quand il ne sait pas de quoi il s'agit, quand il n'est pas capable de nous donner des références comme il faut. Donc, on lui donne une chance, deux chances, puis ensuite, on va le bypasser, on va passer à quelqu'un d'autre, on va aller chercher nos sources ailleurs. Troisième dimension, qui est la dimension de la proximité. Et dans cette dimension de proximité, c'est ma capacité comme leader à connecter de façon très humaine avec chacun de mes collaborateurs, à le considérer comme un humain avant de le percevoir comme une machine à production.
Quand je pose une question, disons, à Jonathan et je lui dis, Jonathan, comment ça va? Je suis vraiment et authentiquement intéressé à savoir comment il va. Je veux le savoir comment il va. Je vais lui donner toute mon écoute. Je veux comprendre sa réalité. Je veux voir comment je pourrais l'accommoder. Et vous allez voir le terme accommodement ou accommodation, donc accommoder quelqu'un dans un terme de leadership aujourd'hui. Oh my God, on est en plein là-dedans. C'est comment est-ce que je pourrais modifier, changer certains éléments pour aller trouver les meilleures façons de faire. Encore une fois, je n'exagère pas la proximité parce qu'en l'exagérant, je deviens trop mou. Bonjour équipe, là. Si vous ne voulez pas travailler aujourd'hui, pas de problème. L'important que vous soyez à l'aise et content. Non, c'est trop, là. Il ne faut pas aller dans cette direction-là. Et quelqu'un qui n'a pas de proximité avec son monde, c'est quelqu'un aussi qui n'est pas capable donc de créer vraiment des liens essentiels avec. Si je reviens un peu dans ces trois dimensions, le caméléon, il vient dire ici que pour être un bon leader, il faut être capable d'aller balancer entre ces trois dimensions-là. Aller chercher la bonne dose d'autorité, de crédibilité ou de proximité, dépendamment des situations dans lesquelles on vit. Si j'exagère ou je fais complètement abstraction d'une de ces trois dimensions, mon leadership ne sera pas perçu comme un bon leadership et les mondes autour de moi ne vont pas me reconnaître comme un vrai leader. C'est fini le temps où je dis voici mon style de leadership et voici comment je gère. Maintenant, aujourd'hui, si je veux vraiment réussir comme leader, il va falloir que je m'adapte aux personnes et aux situations. Quand je dis aux personnes, c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qui se passe avec eux. Vous savez, il y a des gens que vous venez vous leur dites bonjour, comment ça va? Ils vont vous répondre directement, ça va très bien, comment je peux t'aider? Ils sont dans leur style très directif, très orienté résultat. Ils n'ont pas envie de passer le temps à discuter, à jaser de mille et une choses. Et il y en a d'autres là, comme vous venez leur dire, hey, peux-tu m'aider à faire ça? Ils vont vous répondre, bonjour, Jean, n'est-ce pas? On dit bonjour. OK, là, je réalise que ces gens ont besoin de proximité et il faudra aller chercher. Donc, c'est quoi le profil, les personnes avec qui je communique, leurs besoins et aussi la situation? Disons que je suis sous une grande pression. Je ne peux pas, dans une situation majeure, critique, d'utiliser de la proximité dans un moment. Donc, attends, la proximité, c'est j'aurais dû bâtir mon capital relationnel avec la proximité pour qu'arrivé à une situation difficile, je pourrais déployer mon autorité quelque part et être capable de le transférer, de le mettre en place. Un moment de réflexion pour vous. Donc, je m'arrête un peu pour quelques secondes et je vous pose la question. Vous autres, êtes-vous capable d'aller chercher l'autorité, la proximité et la crédibilité dans vos actions? Pour ceux qui accompagnent des gestionnaires, par exemple, si parmi vous, vous n'êtes pas gestionnaire, mais vous accompagnez des gestionnaires dans l'organisation, réfléchissez aussi aux gestionnaires, aux leaders qui sont dans votre organisation. Sont-ils capables d'aller balancer l'autorité, proximité et la crédibilité? Si oui, c'est parfait. Sinon, mettez dans le chat, qu'est-ce qui serait le plus à aller chercher? Donc, répondez dans le chat, quelle est la dimension parmi ces trois qui mériterait le plus d'attention ou de développement chez les leaders que vous connaissez ou peut-être surtout chez vous? Donc, en termes d'engagement, ce serait quoi les éléments sur lesquels il faudra travailler? Donc, vous savez qu'aujourd'hui, on parle dans cet atelier-là ou dans ce webinaire-là, on parle vraiment de proximité. On parle de la bienveillance, on parle de connecter avec notre monde. Et d'abord, dans le sondage auquel vous avez répondu, vous avez dit qu'on manque de connexion humaine. C'est la connexion humaine qui n'est pas là au rendez-vous. Alors, dans ces discussions ici, on va aller voir, dans cette partie-là, on va aller voir comment est-ce que je pourrais connecter et discuter avec mon monde. Il y a parmi vous des personnes qui sont encore en mode télétravail, d'autres qui sont revenus en présentiel, en mode hybride ou en mode total. Il faudra aller prendre le temps pour connecter et discuter au niveau individuel avec chacun de mes employés. Si la réponse, c'est Georges, moi j'ai une très grande équipe qui dépasse les 10-15 personnes, je ne pense pas que je vais investir autant de temps pour faire ça. Et je reviens sur le terme investir, parce que investir du temps pour créer des liens de confiance avec chacune des personnes,
Ça a un retour sur l'investissement qui est super intéressant, super essentiel. Plus vous prenez le temps pour comprendre la réalité de vos employés, de vos collaborateurs, plus vous serez capable de vous adapter et de les accompagner par la suite. Donc, planifiez des rencontres avec eux, des cafés virtuels, des déjeuners, donc des dîners. Prenez le temps de les rencontrer et d'en discuter avec eux pour parler de tout et de rien. Et s'il vous plaît, quand vous organisez ces temps-là, essayez d'éviter de toujours parler d'opérations et quels sont leurs targets, quels sont les objectifs qu'ils ont à faire. Mais discutez avec eux du beau temps, du mauvais temps, discutez avec eux de leurs activités personnelles, de qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Allez les accompagner dans leur vécu pour mieux savoir comment est-ce qu'ils vont et comment vous pouvez les aider et les accompagner. Les réunions des équipes, comme la façon avec laquelle elles se déroulent aujourd'hui, si vous faites encore des réunions en mode virtuel, on oublie de connecter à l'humain pour commencer. Nos réunions commencent par excusez mon retard, j'étais dans une autre réunion. Bon, on va commencer. Allons-y directement dans le travail. Et les gens sont là dans la salle, ils vont vous dire est-ce qu'on peut se dire bonjour? Est-ce qu'on peut se saluer, juste prendre un moment parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas connecté et les seuls êtres vivants avec qui je parle, c'est ma plante et mon chat. Donc, j'aimerais juste reconnecter avec l'équipe. Donc, prenez le temps de faire des activités brise-glace, d'aller au-delà de juste le comment ça va. Demandez-leur, par exemple, quels sont vos défis de la semaine, quel est votre défi le plus important de la semaine, ou ce serait quoi votre moment de fierté de la semaine passée. Permettez-leur de jouer un jeu de quelques minutes, de faire une activité brise-glace, lancer une anecdote, une joke, un peu d'humour. Donc, tous ces éléments-là, ça fait un moment de connexion humaine. Osez faire confiance. Je vais oser, encore une fois, poser la question dans le chat pour voir s'il y a des personnes. Et en plus, je vous rappelle, donc, si vous voulez répondre verbalement à la question, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton réaction, le smiley face qui est en bas, et de choisir lever la main pour pouvoir prendre la parole, raise hand pour pouvoir prendre la parole. On va vous donner accès au micro à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas confiance à notre équipe? Pourquoi est-ce que je ne fais pas confiance aux personnes qui sont dans mon équipe? Qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce qui me préoccupe? Qu'est-ce qui est difficile pour moi dans un certain sens qui me pousse à ne pas faire confiance à mon équipe? En attendant quelques réponses dans le chat, je vais y aller avec les suggestions. Donc, merci, Jonathan, pour l'avoir écrit. Pourquoi nous ne faisons pas confiance à notre équipe? Donc, c'est dans le chat que ça se passe. On ne fait pas confiance à notre équipe parce qu'on a peur qu'ils fassent des erreurs. On ne leur fait pas confiance parce qu'on ne sait pas c'est quoi leur niveau de compétence, de qualification, qu'on n'est pas conscient s'ils vont être capables de faire la job, s'ils vont être à la hauteur. Et il y a tout un volet sur est-ce que les personnes à qui je vais faire confiance, est-ce qu'ils sont vraiment engagés? Est-ce qu'ils vont aller au-delà? Est-ce qu'ils vont aller au loin avec ce qu'on leur demande? Et dans tout ça, on parle de courage ici, de faire confiance aux personnes. Parce que oui, pour la bienveillance, donc il faut qu'on soit bienveillant avec les personnes, mais aussi il faudra du courage parce qu'il y a des erreurs qui peuvent revenir, qui peuvent arriver. Et donc, Laurence qui dit oui, j'appuie sur le niveau d'engagement. Il faut, eux, ils ne sont pas engagés, moi, j'ai peur de leur donner des responsabilités. J'ai peur de savoir est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout avec les responsabilités. Donc, ça me prend du courage pour dire, malgré que j'ai des doutes, malgré que je suis méfiant par rapport au résultat qui va se donner, ça me fait un peu peur, mais je vais aller au-delà de ça et je vais déployer mon courage le courage du leader pour pouvoir le mettre en place. Il y a tout le volet pour répondre, Laurence aussi, au point du niveau d'engagement, tout le niveau de responsabilisation. Hier, je discutais avec quelques collègues à moi et une des personnes a dit, moi, mon expérience, ça a été vraiment très, très mauvaise avec une équipe. Je ne leur faisais pas confiance et plus je ne leur faisais pas confiance, plus je faisais le travail moi-même.
Et plus on tombait dans les mêmes pièges, donc plus le niveau et l'écart de confiance s'éloignait et l'engagement et leur engagement devenaient meilleurs. Et dans ce sens-là, c'est oui, on est des fois, à travers notre passion et notre volonté de faire des choses à la perfection, on rend nos employés plus paresseux. Parce que quand on est dans la microgestion, quand on veut vraiment que les choses soient faites au millimètre près comme nous, on le veut, sans donner une marge de travail, une marge de manœuvre à nos employés, eux, ils vont dire, OK, c'est mon boss, il veut faire ça, je vais suivre avec lui ce qu'il veut. Et là, on tombe dans le piège de rendre nos employés plus paresseux, moins engagés, et nous, on devient encore plus frustrés et ça nous demande plus fatigués parce que ça nous demande beaucoup, beaucoup de jobs. Donc, il faut briser ce cercle vicieux de eux, ils ne font pas, moi, je fais pour eux, on essaye, eux, ils ont doute là de ce qu'ils sont, s'ils vont être bons, moi, je reprends donc le travail et ainsi de suite. Donc, à un moment, ils ne vont plus rien faire. Il y a dans tout cela aussi ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage. Ils vont faire des erreurs, oui, ils vont faire des erreurs, mais après ça, après cela, donc ils vont apprendre et ils vont aller au-delà au-delà de ces erreurs-là par la suite. Un autre concept dans tout ce leadership de bienveillance, on parle de ce qu'on appelle le concept de la sécurité psychologique. C'est un concept que ça fait donc les 2 dernières années, on l'a entendu beaucoup plus. Mais ce n'est pas un nouveau concept. Lui, il date, voyez, j'ai une définition devant vous, je l'ai mise exprès pour vous dire que ça date même de 1945. C'est un état dans lequel une personne perçoit son environnement, que son environnement est sûr et exempt de dommages et de menaces. Et une autre définition plus récente, c'est les personnes qui se sentent psychologiquement en sécurité. Elles perçoivent généralement que le monde est émotionnellement, donc c'est une question d'émotionnel, sûr ou exempt de préjudice émotionnel. Et là, pour faire une grande différence entre la sécurité au travail, la sécurité physique, la santé et sécurité physique, et le concept de sécurité psychologique et la santé mentale au travail. Je vous donne un exemple. Supposons qu'il y a quelqu'un on est dans une réunion, puis Jean-Michel, c'est mon employé, il dit quelque chose, et là, à un moment, moi, je dis, Jean-Michel, c'est quoi cette affaire-là? S'il te plaît, avez-vous d'autres idées plus intelligentes, s'il vous plaît, ailleurs? Et là, Jean-Michel, c'est wow, grand malaise. Pourquoi? Et c'est pas juste, je n'ai pas créé juste une tension avec Jean-Michel, mais j'ai créé un climat de tension dans toute l'équipe. Qui est-ce qui va oser dire quelque chose par la suite devant l'équipe quand on sait que je vais être très cassant, je vais être je vais juger et mes commentaires vont être blessants quelque part. Donc, la sécurité psychologique, ça se crée à travers de petits gestes, des petites paroles, des gestes qu'on appelle qui ne sont pas des micro-agressions, mais beaucoup plus des gestes bienveillants. C'est d'être à l'écoute, de permettre de donner le droit à l'erreur, de donner un feedback qui est constructif et non pas un feedback qui est un feedback de frustration, de permettre la prise d'initiative, de permettre aux gens d'être responsabilisés, de donner de la reconnaissance pour du travail qui est bien fait. Et plus je crée ce climat de connexion avec mon monde, plus la sécurité psychologique devient un levier pour une équipe qui est performante. Plus on va sentir à l'aise, donc en sécurité, plus on va être connecté à la job, connecté à notre boss et on va l'aider et s'entraider pour pouvoir atteindre les résultats. Si je prends le concept de sécurité psychologique et j'ajoute avec ce concept-là le concept d'imputabilité. Et dans ce concept d'imputabilité, l'imputabilité veut dire que les gens sont tenus responsables des résultats qu'ils doivent donner. Et je les mets dans une matrice, vous la voyez devant vous. La sécurité psychologique qui est donc inférieure, on est dans l'insécurité vers une sécurité élevée. Et le niveau d'imputabilité, entre niveau d'imputabilité faible et niveau d'imputabilité élevé, ça me donne 4 cadrans. Le premier, on parle de déconnexion. C'est-à-dire que si moi, comme employé, je vis dans un environnement où je ne suis pas rendu imputable et je me sens toujours en danger et menacé, je me déconnecte. Là. Je ne sens pas qu'il y a... Je n'ai plus envie de me donner, de connecter avec le monde. C'est difficile pour moi de dire que ça me plaît et probablement dans ma tête, là, je suis en train de chercher une job ailleurs.
parce que je ne sais pas à quel moment on va venir me juger pour un travail qu'on ne m'a jamais demandé de faire ou qu'on n'a pas clarifié que c'est sur ce travail-là que je vais être évalué. Donc, le niveau d'imputabilité, il n'est pas clair. Je ne sais pas de quoi je suis responsable et en même temps, je vis dans un danger d'être jugé quelque part. Donc, c'est une déconnexion totale. L'autre cadran qui est juste à côté n'est pas meilleur. Hein? Le niveau d'imputabilité est très élevé, mais on vit dans de l'insécurité psychologique. On l'a beaucoup vécu en début de pandémie quand d'un coup, les employés qui étaient au bureau sont partis travailler chez eux. Et il y a des gestionnaires qui n'ont paniqué, qui ont fait de sorte à dire « Oh my God, je ne les vois plus, je ne les contrôle plus, comment je vais faire? » Donc, ils ont augmenté les mesures d'imputabilité et ça a rendu comme les gens étaient tendus. Il y a des personnes des gestionnaires qui appelaient et qui connectaient 3, 4, 5 fois durant la journée, rien que juste pour s'assurer que leur monde est en train de travailler. Il y en a d'autres qui leur envoyaient des tests par Teams ou Zoom, donc pour ceux qui étaient sur des plateformes. Ça va, tout va bien. Et si la personne ne répond pas au bout de 5 minutes, quoi, tu n'es pas sur ton poste? Est-ce que ça va très bien? Est-ce que ça va tarder à me répondre? Comme si les gens devaient être à la minute près. Donc, ça crée de l'anxiété chez les personnes et ce n'est certainement pas un bon endroit, un bon niveau pour travailler. Il y en a d'autres aussi qui ont créé ce climat d'anxiété en appelant, mais toujours en étant comme essayant de garder ça de façon très fake, très non authentique. Comment ça va? Comment est-ce que je peux t'aider? J'appelle juste pour voir si tout se passe bien avec les enfants et tout. OK, au fond, là, ce n'est pas vraiment pour checker, mais c'est pour être sûr que l'employé est en train de faire son travail. Donc, attention de ne pas couvrir le vrai besoin par quelque chose d'autre. Les employés ne sont pas stupides, là. Ils vont comprendre tout de suite. Troisième cadran, c'est le cadran de la stagnation. C'est quand on s'occupe beaucoup plus de la sécurité psychologique et beaucoup moins de résultats. Et là, on ne pousse pas les gens à se développer, à aller plus loin. Oui, ils sont bien émotionnellement, oui, ils sont bien psychologiquement, mais ils sont où les résultats? On ne sait pas. Idéalement, on est dans le cadran des dépassements. On amène tous ces éléments-là, donc de petits gestes. Encore une fois, je vais répéter quels sont les gestes qui peuvent nous permettre d'aller dans le dépassement. Permettre les erreurs, et donner du feedback par rapport à ça. Permettre l'apprentissage à travers les erreurs pour faire grandir le monde. Permettre aux gens de dire non, d'exprimer leur point de vue. Les impliquer dans les prises de décision. Leur permettre de dire quel est leur point de vue, de par leur angle, de par leur expertise. Les faire sentir qu'ils sont importants pour la job, reconnaître et valoriser ce qu'ils sont en train de faire ou de dire. Le fait aussi de leur permettre de s'exprimer à voix haute, de prendre des initiatives, jusqu'où ils peuvent décider par eux-mêmes sans me revenir à moi, sans avoir à prendre mon point de vue à moi. Tous ces petits gestes-là, ça crée de la sécurité psychologique dans mon équipe. N'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il vous plaît, allez-y à les écrire dans le clavardage. Donc, c'est le moment de le faire aussi. J'y vais avec une image de ce qu'on appelle l'accommodement. On a besoin d'accommoder notre monde. Donc, on va aller dans ce qu'on appelle, donc dans cet accommodement-là. Et là-dedans, vous voyez cette image-là, je me tais un peu pour vous donner un petit moment pour réfléchir et regarder. Êtes-vous dans une orientation plutôt d'égalité dans vos équipes? Ou êtes-vous plus dans une attention d'équité? Quand vous décidez de ce qui est à mettre dans les équipes, êtes-vous dans une réflexion de mettre une politique globale pour tout le monde et tout le monde devrait la suivre? Ou êtes-vous plus dans « je m'adapte aux besoins de chacun » ? Durant les semaines passées, encore, il y a des organisations qui vivent le retour progressif en mode présentiel. Qu'est-ce que vous avez mis dans vos équipes? Avez-vous dit, la règle est claire, tout le monde revient en présentiel pour tout le temps? Ou avez-vous été dans, on va s'adapter, on va offrir à certaines personnes quelques jours en présentiel, à d'autres personnes quelques jours en télétravail, tout dépendamment de leurs besoins?
Avez-vous offert des moyens différents? Avez-vous changé la charge de travail? Avez-vous modifié les processus? Tous ces éléments-là, on est vraiment autour de considérer l'individu, l'accommoder, tout en demeurant inclusif, équitable. Et le piège, le grand piège là-dedans, jusqu'où je peux aller sans commencer à être perçu comme quelqu'un qui fait du favoritisme. Et là, je dis perception de favoritisme. Là, je ne parle pas nécessairement du vrai favoritisme, mais de la perception de favoritisme. Comment est-ce que je pourrais faire pour ne pas être perçu et être dans la transparence, raconter à un moment le pourquoi je suis en train de mettre ces gestes-là en place? Quel est le besoin? Qu'est-ce qui en découle quelque part? Je continue avec d'autres trucs et astuces. Monsieur Lou, Oui, avant de poursuivre, j'aimerais juste rajouter, il y avait quelques commentaires qui étaient très intéressants où est-ce que, là, vous parliez justement de la différence entre l'équité. Il y en a plusieurs qui disaient, mais comment offrir de l'équité sans nourrir un sentiment d'injustice pour les autres? Parce qu'en fait, l'équité pourrait créer des frustrations justement là, pour les autres membres d'une entreprise, là, souvent, qui rapportent un peu à ce que vous disiez au niveau du favoritisme. Mais comment éviter ce piège-là? exactement. Et je vois aussi l'autre commentaire de Véronique qui s'ajoute aussi dans le même sens. Donc, comment mais l'équité peut faire des frustrations. Certainement, la clé dans tout ça, c'est la bonne communication transparente avec le monde. Ne faites pas ça en cachant et en couvrant des choses. Quand vous vous trouvez dans votre discours en train de dire à quelqu'un, OK, je vais t'accorder ça, mais s'il te plaît, ne dis à personne pour ne pas créer un précédent et de ne pas créer une façon de faire pour tout le monde. Là, je ne veux pas que tout le monde me demande ça. Vous êtes en train de tomber dans le favoritisme. Quand vous êtes en train de dire OK à quelqu'un, donc d'accord, je comprends ta situation, j'espère que les autres ne vont pas me le demander aussi, vous êtes dans le favoritisme. Quand vous ne parlez pas pourquoi une personne est en train de travailler, de faire du télétravail, ou quelqu'un a une charge de travail moindre que les autres, les gens vont sentir de la frustration, c'est sûr, parce qu'ils sont dans l'obscurité, ils ne voient pas exactement le pourquoi de vous voulez mettre les choses. Maintenant, est-ce qu'il y a des défis face à ça? Est-ce que ça pourrait vous engager à réagir, à pouvoir donner ça à plusieurs personnes? Oui. Est-ce que ça ajoute sur votre charge de travail comme gestionnaire? Oh que oui. Certainement, on est conscient aujourd'hui qu'avec cette approche d'accommodement et de bienveillance, ça nous met une charge très importante ça nous met une charge très importante au niveau du travail. Donc, il faudra demander de l'aide. Allez voir vos partenaires RH, ressources humaines, si vous avez dans l'équipe. Allez voir votre boss pour consulter. Consulter un coach, peut-être si vous avez accès à un coach. Mais allez réfléchissez sur ma prise de décision et c'est quoi les conséquences par rapport à ça. Et quand vous êtes capable d'offrir une chose à quelqu'un, donc assurez-vous de pouvoir l'offrir à d'autres personnes si les autres en ont besoin. Plus vous allez offrir ça aux gens, plus ces personnes-là vont comprendre que vous êtes avec eux, que vous comprenez votre réalité. Et ça crée vraiment un bon lien de soutien et de support dans l'équipe. Jonathan, j'avais vu ton micro s'ouvrir à nouveau. Merci beaucoup pour votre réponse, vos précisions. C'est très apprécié. Et merci beaucoup tout le monde pour vos questions. N'hésitez pas à nous écrire là, dans le chat si vous en avez d'autres. Je vous laisse poursuivre. Merci, Jonathan. Je poursuis. Donc, on est encore dans les trucs et les astuces pour vraiment prendre soin de notre monde, être bienveillant, déployer un leadership qui est bienveillant et qui amène aussi de la performance. On va aider les personnes à prioriser. On va leur poser des questions. Et attention, les questions que vous posez, c'est des questions ouvertes, c'est des questions à développement. Parce que vous ne voulez pas juste leur dire est-ce que c'est A ou B ou est-ce que tu penses que ça c'est bon. Vous voulez vraiment les aider. Qu'est-ce que tu proposes? Comment tu vois ça? Quelles sont les difficultés? Comment tu vis ça? Quelles sont tes propositions? On veut vraiment les écouter, réfléchir. On veut développer leur niveau de réflexion. Ouvrez des conversations à tout moment. Dans quelques instants, on va parler des moyens de conversation aussi. Clarifiez vos attentes. Et quand je dis clarifier vos attentes, assurez-vous que l'autre personne vous dise comment est-ce qu'ils les reçoivent. Ne terminez pas vos conversations avec des phrases telles que c'est clair, c'est bon, as-tu compris, tout va bien, ça va, OK, génial. Donc, ça, c'est des questions qui sont plutôt, qui n'amènent pas une vraie
connaissance de comment l'autre personne a reçu, son niveau d'adhésion, son niveau de compréhension. Donc, vaut mieux être dans une perspective de permettre à l'autre de parler, valider cette adhésion-là, écouter leurs préoccupations et pour pouvoir y répondre, challenger-les aussi. Donc, quand vous êtes en train de faire une discussion ouverte avec eux, essayez de leur lancer des défis quelque part. Et surtout, respecter leurs choix, respecter leur réalité. Ne minimisez pas ce qu'ils vivent. Donc, ne les faites pas sentir que ce qu'ils sont en train de vivre n'est pas à la hauteur. Jonathan, on va aller dans le deuxième sondage pour aujourd'hui. On parle de converser, de connecter avec les gens. Quels moyens utilisez-vous le plus dans vos communications avec vos équipes? Êtes-vous plus dans les rencontres en personne, rencontres en vidéo, le téléphone, le chat ou le clavardage? Utilisez-vous des plateformes de coordination, Slack, Trello, Monday ou autres de ces éléments-là, Teams, courriel, documents partagés, faites votre choix. Et voilà, donc on partage les résultats. C'est super beau là, comme de voir que les rencontres en personne ont eu presque donc 43%, rencontres en vidéo 43%, et ce sont les deux moyennes très favoris pour pouvoir connecter avec les personnes. J'aime bien qu'il n'y a personne qui a choisi les courriels parce que je pense que c'est notre problème le plus courant aujourd'hui. Les courriels sont pratiques. Ça nous permet de connecter rapidement avec le monde. Mais malheureusement, on n'est pas capable de vraiment connecter. Je suis tout à fait d'accord avec le courriel quand c'est des communications transactionnelles, quand c'est un échange d'informations, quand c'est un échange de procédures, quand c'est de la coordination plate avec des chiffres et certains éléments comme vraiment où la réaction de l'autre personne n'est pas une réaction différente. Donc, c'est juste un échange. C'est parfait pour des courriels. Aussi, les courriels sont bons pour résumer certaines rencontres, pour faire un compte rendu, pour mettre les prochaines étapes. Tout ça, ça se passe par courriel. Mais dès que la communication devient délicate, elle devient difficile, et ça se peut que l'autre personne puisse vivre une certaine difficulté réactionnelle, donc une objection, un conflit, un malaise, des désistements, un déplacement, donc des choses là comme qui font vivre des émotions intenses de l'autre côté. À ce moment-là, tout de suite, aller vers minimum un téléphone, encore mieux, donc une rencontre en vidéo ou en personne. Donc, c'est vraiment les éléments les plus essentiels. Je sais qu'au téléphone, on est aujourd'hui de moins en moins en train d'utiliser le téléphone dans notre environnement organisationnel. Je ne parle pas des téléphones avec les clients ou des employés qui sont sur la route, par exemple, mais dans un cadre ou des centres d'appel. Mais dans tous les autres cadres, on est plus dans des plateformes Zoom, Teams, Webex et ainsi de suite. Donc, puisque vous y êtes, s'il vous plaît, allumez-les, ces caméras-là, quand vous êtes dans des communications. Ne gardez pas les gens dans le noir. Faites de sorte à pouvoir voir les faces, à connecter avec eux pour pouvoir vraiment faire une communication plus approfondie avec ces gens-là pour créer le lien. Parce qu'il y a beaucoup de la communication qui se passe au niveau émotionnel, non verbal, et ça se dégage dans notre façon de réagir. Donc, ça se voit sur les faces, ça se voit dans les gestes, ça se voit dans la position de l'autre personne. Vous avez besoin de détecter tous ces signaux-là pour aller au-delà du message qui est dit, pour voir c'est quoi le message derrière le message qui se dit. J'ai aussi eu des commentaires. J'ai reçu un commentaire où est-ce que les gens disaient en fait que les courriels, en plus, un des avantages des courriels, c'est que ça interprétait mal parfois le message qui était écrit, ou la personne pouvait mal comprendre l'intonation en fait du message là, qui était écrit. Donc, c'est pour ça que de plus en plus les gens sortent, n'utilisent plus le courriel. Ils disent que c'est vraiment un outil du passé là, qui n'est plus vraiment là, actuel maintenant. Tout à fait. Surtout pour gérer des situations délicates, sensibles. S'il vous plaît, évitez le courriel. On peut toujours utiliser le courriel pour un mode comme un mode de résumé ou de coordination, mais fini le temps où le courriel, c'est notre moyen favori pour communiquer. D'ailleurs, il a été remplacé beaucoup dans le clavardage. Pourquoi le clavardage est un peu mieux que les courriels? Parce qu'il y a tout le volet instantané du clavardage. Je pose une question, l'autre répond, je réagis. Donc, il y a une conversation quelque part.
autre que le courriel où j'écris tout un paragraphe et l'autre personne répond avec tout un paragraphe. Ça, c'est de un. Et en plus, vous savez, avec les emojis, qu'on utilise beaucoup dans le clavardage, beaucoup plus en clavardage plutôt que dans le courriel. C'est très beau. Moi, je suis une des personnes qui dit mettez des emojis dans vos communications, dans l'organisation, dans les équipes. Ça exprime, ça donne une connotation, ça nous dit si vous êtes dans quel état plutôt que d'aller essayer de comprendre votre communication ou dans quel ton vous le dites. En ajoutant un emoji, ça nous donne un meilleur ton là-dedans. Donc, allez-y avec les emojis dans vos communications par chat, par clavardage, c'est toujours bon, très essentiel. Merci, Jonathan, pour ce commentaire. Et c'est avec ça que j'ouvre la période de questions, de réactions. Donc, si vous voulez prendre la parole aussi par micro, n'hésitez pas. Je suis là pour vous écouter, pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Dès que vous les avez, vous pouvez les noter ou signaler que vous voulez prendre la parole par micro. Levez la main, mettez la main virtuelle pour qu'on vous donne le droit. Jonathan, je ne sais pas si peut-être on peut le faire pour tous. Jean-Michel, à toi. Oui, bonjour Georges, bonjour à tous. Jean-Michel Degrave, directeur de 7e International. Alors, effectivement, comme tu mentionnais, l'aspect interactif de nos webinaires est primordial, tout comme c'est le cas dans nos séminaires de formation. Alors, plus que de vous inviter à prendre la parole, on serait très intéressé justement à ce que vous partagez avec nous vos réflexions sur ce sujet qui est pratiquement infini en termes de possibilités de discussion. Tu as très bien mis la table tout à l'heure, surtout avec le contexte qui a été amené par les changements liés à la pandémie, le télétravail, etc. Donc, ça a amené de nouveaux défis pour les gestionnaire. Je suis certain qu'il y en a qui ont des histoires heureuses ou moins heureuses à partager avec nous. Alors, Jonathan vous donnera la parole, ou si vous ne pouvez pas ou ne désirez pas le faire vocalement ou avec votre vidéo, on peut toujours les prendre dans le chat comme on l'a fait précédemment. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires ou même plutôt des réflexions à partager avec nous? Pour ma part, moi, ce que je retiens à travers tout ça, je pense que c'était le cas avant la pandémie, mais les mots que j'ai retenus de ta présentation, ça serait vraiment adaptabilité, transparence, authenticité. C'est pas que ça n'existait pas avant, c'est peut-être devenu, à moins que je me trompe, mais encore plus important en rajoutant la couche du virtuel où c'est plus difficile de sentir les émotions ou de sentir le non-dit et le non-verbal lorsqu'on est derrière une caméra qui n'est pas toujours allumée. Donc, effectivement, ça passe par d'autres moyens, que ce soit des émoticônes. Ça ne coûte pas cher, ça peut nous permettre de décoder le non-dit, encore une fois. Tout à fait. Tu l'as très bien résumé, Jean-Michel. Vraiment, c'est ce contact humain qui fait toute la différence aujourd'hui des leaders. Un dernier message, là, vous savez que les employés, on vit aujourd'hui un peu partout dans la planète des défis au niveau de la rétention des employés. Et le leadership bienveillant est un outil, est un levier très important pour garder les gens avec un sentiment d'appartenance, pour les garder dans l'organisation, pour qu'ils puissent dire comme oui, j'apprécie travailler avec mon gestionnaire, j'apprécie travailler avec mon équipe, le climat est super bon et non, ça ne me tente pas, je n'ai pas envie d'aller chercher un job à travailler ailleurs. Donc, c'est très important de renforcer ce message-là. En effet, c'est une autre époque où on pensait que le principal levier était le salaire. Le salaire, ça fait longtemps qu'on le sait, ce n'est pas le principal facteur de motivation. C'est important, mais peut-être que ça a pris encore plus d'importance l'aspect de l'engagement et le rôle du gestionnaire, finalement, qui est devenu encore plus central parce qu'on, comme tu l'as dit, on vit une pénurie. Donc, les rôles sont inversés à une certaine époque. Les employés se faisaient tout beau et tout candide pour obtenir le poste, alors que maintenant, ils ont l'embarras du choix. Donc, si la situation ou même leur gestionnaire, la personnalité de leur gestionnaire ne leur plaît pas, rapidement, ils peuvent trouver d'autres options et puis ça renverse un peu les rôles. Très vrai. Très vrai. Merci Jean-Michel. Oui, vas-y. J'étais en train de regarder si on avait quelqu'un qui désirait intervenir et prendre la parole.
Pour ceux qui veulent qu'on poursuive la discussion de façon donc en dehors de ce webinaire aussi, n'hésitez pas à connecter avec moi sur LinkedIn. Ça me fera grand plaisir de répondre à vos questions. Donc, si vous avez des situations particulières, ça me fait grand plaisir donc, de pouvoir poursuivre avec vous au-delà de ce webinaire. Et sinon, n'hésitez pas aussi de faire appel à cette team, cabinet RHRE, Leader Zone. Donc, pour nous signaler vos besoins, donc à tout moment, ça nous fera grand plaisir. Exact, c'est ce que j'allais dire. S'il n'y a pas de réflexion qui viennent à ce moment-ci, je vous invite, et pour ceux qui ont trouvé la discussion intéressante et qui désirent la partager à leurs collègues, vous pouvez très bien aller visiter notre site web www.setsim.com et vous allez cliquer sur l'onglet « Formation » qui vous permettra d'accéder au webinaire. Vous pouvez donc accéder et vous inscrire au webinaire à venir. Donc, on a une panoplie de sujets, qu'il s'agisse de sujets touchant le développement durable, qu'il s'agisse de sujets plus durs, si vous voulez, c'est-à-dire de la comptabilité, les finances. On a des webinaires qui s'en viennent dans les semaines à venir. Et pour ceux qui désirent les réécouter, il y a possibilité, en accédant à notre site web, de réécouter ou de partager avec vos collègues l'ensemble des webinaires que nous avons réalisés depuis les 2 dernières années. Donc, ceci tout simplement en accédant à notre site web www.setsim.com. Et c'est au même endroit aussi, en allant toujours sous l'onglet « Formation », que vous pouvez aller consulter l'horaire des séminaires prévus d'ici la fin de l'année. Donc, trouver un séminaire qui vous permettra d'accéder à la page des prochains séminaires. Vous pouvez les consulter soit par pôle d'expertise, donc qu'il s'agisse des accréditations professionnelles, qu'il s'agisse du développement durable, de la gestion de projets, gouvernance publique, management des organisations, passation des marchés, ou encore simplement les filtrer par destination, donc par lieu où sont organisées ces formations. Donc, on vous invite à le consulter. On espère avoir la possibilité de vous réaccueillir virtuellement dans l'un des webinaires à venir. Sinon, encore mieux de vous accueillir dans un de nos centres de formation. Et je termine en vous soulignant simplement que si vous le désirez, nous organisons très régulièrement à la demande l'une ou l'autre de ces formations sur site. Donc, faites de façon sur mesure pour vous et vos équipes. On peut se déplacer dans vos propres bureaux, dans vos pays à la demande. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse setsim@setsim.com, puis il nous fera plaisir de vous faire une offre en ce sens. Alors, bien, sur ce, je profite de ces derniers instants, Georges, pour te remercier énormément pour avoir partagé ces réflexions avec nous ce matin ou cet après-midi, selon où vous vous situez. Alors, au plaisir de vous rejoindre. À bientôt. C'est tout le monde. Bye bye.